Sur l'Ukraine, c'est déjà la guerre entre Trump et l'Union européenne. On savait que la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis serait une révolution dans l'ordre occidental et mondial. À peine réélu, il a rappelé son objectif prioritaire d'obtenir la fin de la guerre en Ukraine. Son analyse, on la connaît depuis le début de la guerre, c'est que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, qu'elle est une catastrophe humaine pour l'Ukraine, que les 120 milliards que les États-Unis y ont dépensés appauvrissent la population américaine, et qu'elle mène la Russie et les États-Unis sur la voie de la guerre nucléaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les événements lui ont donné raison. La seule chose qui ne s'est pas encore produite, c'est la guerre nucléaire. Il est donc temps d'arrêter. Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous allons voir que le retour de Trump met l'Union européenne dans une contradiction fondamentale entre sa soumission, qu'on pourrait dire atavique, aux États-Unis et la guerre idéologique qu'elle mène contre une Russie anti-wokiste qui est devenue dans le monde l'étendard de la souveraineté des nations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre idéologique contre la Russie, ça allait très bien, c'était tout à fait compatible avec la coopération américaine, la soumission aux États-Unis à l'époque de l'administration Biden, puisque entre mondialistes, wokistes et corrompus, on se comprend. Depuis le retour de Trump au pouvoir, ça ne va plus du tout, c'est complètement contradictoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles qui couvent en France, parce que ce qui se passe aux États-Unis n'empêche pas que l'histoire en France continue son chemin, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et surtout avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Le sujet de l'affrontement qui commence entre Trump et l'Union européenne est en apparence l'Ukraine. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Mais derrière, c'est le sujet de la relation avec la Russie, et plus loin encore, c'est l'opposition radicale entre deux conceptions du monde. Côté Union européenne, une idéologie du mondialisme, de mondialisme et wokisme, ennemi des patries et des nations, des États souverains, et finalement de l'anthropologie façonnée par 7000 ans de civilisation. Côté Russie, c'est un monde multipolaire, fait de patries et de nations indépendantes. Il faut comprendre, indépendantes, en particulier vis-à-vis des États-Unis, bien sûr. Alors que l'Union européenne est dans la servitude volontaire à l'égard des États-Unis. Alors, on va m'objecter que l'étendard que brandit la Russie, c'est-à-dire celui donc des nations et des patries indépendantes et du monde multipolaire, fait bien son affaire depuis la chute de l'URSS, qu'elle n'est plus la superpuissance qui challengeait les États-Unis, et que, redevenue une puissance comme les autres, même si elle est la plus grande des puissances derrière les États-Unis, la stratégie qui allait bien pour elle, c'est celle-ci. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est aussi la stratégie voulue par De Gaulle après la libération, puisque pour les hyperpuissances déchues, c'est la seule stratégie qui tienne debout et qui leur assure un avenir. Donc tout ça est parfaitement légitime. Si je vous dis ça, c'est pour souligner que le discours de Poutine, on va dire la doctrine nouvelle, c'est-à-dire depuis 2000, de la Russie, n'est pas purement circonstancielle, elle est fondamentale compte tenu de la géopolitique et de la géostratégique. Aux États-Unis, depuis 30 ans, les classes moyennes américaines s'appauvrissent, et c'est la conséquence de la désindustrialisation, comme d'ailleurs en France et dans une bonne partie de l'Union européenne. Laquelle désindustrialisation, on va y arriver, est elle-même la conséquence de la mondialisation. La mission historique que s'est donnée Donald Trump, et on le sait depuis 1996, depuis les présidentielles depuis 2016, c'est de restaurer les classes moyennes, la force et la cohésion de la nation américaine. Ça va avec, puisque
la force et la cohésion de toute nation, surtout démocratique, reposent sur ces classes moyennes. Il entend pour cela imposer au mondialisme ses propres règles pour ramener aux États-Unis les richesses et les emplois. C'est la raison de sa popularité dans l'Amérique profonde, parce que les masses ne sont pas stupides, les peuples ont bien compris ce qui leur arrive, tous ceux qui voyagent aux États-Unis témoignent de l'incroyable pauvreté dans laquelle est tombée la population. Alors on va me dire, oui, mais les États-Unis, depuis, sur les dernières années, le PIB américain, je crois, a augmenté de 50% ou plus, contrairement au PIB des pays de l'Union européenne qui a augmenté de 20%, et je crois même que la différence est encore plus importante. Cela dit, dans un pays qui devient de plus en plus inégalitaire, comme les États-Unis, ça va de pair avec la mondialisation, pas que les États-Unis d'ailleurs, l'ensemble du monde occidental, l'augmentation du PIB ne signifie pas l'augmentation de la richesse de l'ensemble de la population, malheureusement. Ça signifie surtout la concentration de richesses dans des proportions jamais vues dans l'histoire humaine entre des mains restreintes en quantité qui sont surtout celles des financiers. Donc les gens comprennent très bien ce qui leur arrive, ils partagent l'analyse de Trump puisque c'est leur vécu, d'où la popularité de Trump dans cette Amérique profonde et chez les Américains patriotes qui comprennent aussi que le déclassement en cours des États-Unis trouve sa racine dans la mondialisation qui est la cause de la désindustrialisation et qui est la cause de tous les maux finalement. En d'autres termes, ce que Trump veut faire, c'est retourner le paradigme de l'idéologie mondialiste. Il le retourne à sa manière, et vous connaissez quelle est sa manière, c'est America First. Et comme il avait dit dans son discours à Davos, à l'époque de son premier mandat, donc je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être en 2018, je crois que c'était vers la fin, peut-être 2019, l'avenir appartient aux patriotes, pas au mondialisme. Cela en fait donc, par définition, l'ennemi de l'Union européenne, ses chefs d'État mondialistes les plus zélés, dont Macron est l'emblème. Ne cherchez pas ailleurs la raison du parti pris à gros sabots et grosses ficelles de nos médias officiels contre Trump, qu'on a vu se donner à cœur joie dans la campagne électorale qui vient de s'achever. Il a été inlassablement présenté sans fondement, ou alors à partir d'incidents insignifiants montés en épingle, comme un fasciste, un abruti homophobe, raciste, misogyne, et sous l'influence de la Russie, accusation qui d'ailleurs remonte déjà à l'époque de son premier mandat, et pour lequel il a été poursuivi en justice au début de l'administration Biden, et malgré ce qu'on peut penser, à savoir que cette justice était forcément, elle l'avait prouvé d'ailleurs antérieurement, largement du côté de l'administration Biden, mais malgré tout, il a été complètement blanchi de ces accusations par la justice américaine, c'est dire à quel point il n'y avait rien dans le dossier. Alors Trump ne reprendra ses fonctions que fin 2025, mais il prend déjà à main le sujet de l'Ukraine. Ses premières déclarations indiquent qu'il a compris que la carte de la guerre dicte les conditions de la paix, ce qui est une grande nouveauté dans les déclarations de dirigeants occidentaux, en l'occurrence de futurs dirigeants, qui sera en janvier. Dans une interview reprise par la presse internationale dans le Figaro, Brian Lanza, qui est l'organisateur de la campagne de Trump aux élections, déclare que l'objectif est la paix en Ukraine, et pas la récupération par l'Ukraine des territoires occupés par l'armée russe. Alors il ne le dit pas de cette phrase, puisque je vous donne la traduction de sa phrase en anglais. Il me semble qu'il avait ajouté un adjectif ou un adverbe qui signifiait que le vrai objectif, c'était la paix, et que la récupération par l'Ukraine des territoires occupés par la Russie, ça ne faisait pas partie des objectifs. En l'occurrence, c'est un tabou qui dure depuis 2 ans côté occidental, qui vient d'être renversé par ce monsieur Lanza. Et d'ailleurs, il met les points sur les i en précisant que si Zelensky parle de négociation de paix
et en même temps de récupération des territoires conquis par l'armée russe, ce n'est pas sérieux. Donc c'est assez fracassant, mais c'est tout à fait dans la ligne de ce que Trump a annoncé depuis des années, en l'occurrence depuis sa campagne électorale. Alors par la suite, dans les heures et les jours qui ont suivi, l'entourage de Trump a pris des distances avec Lanza, en disant que bon, Lanza en fait ce n'était qu'un contractuel, pas n'importe qui, puisque c'est l'organisateur de la campagne électorale, donc de la victoire de Trump aux élections de 2024. Bon, c'est assez classique comme stratégie. Il y en a un dans l'équipe qui pousse le discours très loin, qui annonce la couleur, et puis, pour calmer un petit peu les inquiétudes et les réactions, d'autres rétropédalent légèrement. Mais ce qui est important de noter, c'est que Trump n'a pas démenti Lanza. Et l'important, c'est ce que dit Trump. Et si des gens de son équipe disent des choses qui sont démenties par d'autres, et que lui-même ne dément pas, on peut penser que ce que dit Lanza, ça représente ce que pense Trump. Et d'ailleurs, c'est dans la logique de ces déclarations, maintes fois proclamées depuis le début de la guerre, que s'il était président, il s'entendrait avec Poutine pour faire, vous le savez, pour faire la paix en Ukraine en 24 heures. Alors bien sûr, 24 heures, c'est une image, mais ça veut dire que ça peut être fait très vite. Et c'est bien là qu'est la différence entre Trump et de l'autre côté, l'administration Biden et une Union européenne dirigée par des ectoplasmes bénis oui des États-Unis. Trump, le réaliste, veut cesser une guerre à 120 milliards en 2 ans, désastreuse dans son principe et son déroulement. Il est donc prêt à renoncer à des choses importantes, mais qui ne sont pas l'essentiel, l'essentiel étant de faire cesser la guerre. En l'occurrence, il est donc prêt à renoncer aux illusions, comme la restitution à l'Ukraine des territoires annexés par la Russie en 2022, parce que bien évidemment, jamais la Russie ne le fera. De l'autre côté, Biden et ses fous de guerre, le secrétaire d'État Blinken et les faucons de son administration, comme les dirigeants de l'Union européenne, s'accrochent à leur mantra, on l'a encore vu ces jours-ci, en réponse d'ailleurs, je ne sais pas si c'est en réponse aux déclarations de Lanza ou aux déclarations de J.D. Vance, qui est donc le futur vice-président, qui est le colistier de Trump dans la campagne électorale qui vient de s'achever. J.D. Vance qui enfonçait le clou, tout simplement, sur le fait que l'Ukraine allait devoir accepter, quelque part, la situation actuelle. Et là-dessus, les dirigeants de l'Union européenne, il me semble même que c'est Borrell, le pseudo-ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qu'on appelle haut-commissaire, haut représentant de l'Union européenne à l'international, ou un truc comme ça, à savoir pas de paix sans la restitution de tous les territoires conquis par la Russie. Bon, c'est la formule magique pour convaincre la Russie de pousser encore la production de son industrie militaire et de continuer à avancer en Ukraine. Mais heureusement, ce n'est plus de ces gens-là que dépend l'issue de la guerre. Maintenant, c'est Trump qui a les cartes à main, et bien sûr Poutine. En l'occurrence, Trump a un atout décisif, c'est qu'il peut cesser d'armer l'Ukraine à tout moment, alors que les Européens n'ont pas les capacités industrielles de remplacer les fournitures militaires américaines en Ukraine. Autrement dit, si les États-Unis stoppent tout, eh bien l'Ukraine est dans une situation qui est celle de capituler, car elle n'est plus capable de se défendre contre la pression de plus en plus importante qu'exerce l'armée russe, plus que quelques semaines. Autrement dit, là, les carottes sont cuites. Et dans cette situation, les Russes imposeraient les conditions de la paix, ça va de soi. Autant dire que pour les Ukrainiens, c'est la pire des solutions. Et on comprend que, avec cette épée de Damoclès, est commencé des pourparlers secrets. Alors secrets, si je suis au courant, c'est que je l'ai vu dans différents médias français et internationaux, donc ils ne sont pas secrets dans leur principe, mais ils sont secrets dans leur contenu. Nos médias fanatiques, qui vont en guerre, qui sont prêts à faire la guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, oublient le prix du sang qui est payé par les Ukrainiens, et dans une mesure beaucoup moindre par les Russes,
enfin, oublie que c'est une guerre dans laquelle des centaines et des centaines de milliers d'hommes sont morts depuis 2 ans, et autant ont été blessés de manière estropiée à vie. C'est donc un drame épouvantable qui se déroule, en l'occurrence en Europe, mais peu importe. Et la paix serait donc salutaire d'abord pour ces hommes-là. Elle le serait aussi pour les Européens, je parle des États et des peuples, parce qu'elle écarterait le risque d'une confrontation militaire directe contre l'armée russe, qui serait la pire catastrophe en Europe, puisque depuis 2 ans que la guerre dure en Ukraine, on voit quand même la puissance de cette armée, et que cette puissance ne cesse d'augmenter. L'armée russe d'aujourd'hui n'est pas l'armée russe d'il y a 2 ans. Elle est infiniment plus puissante. Ses effectifs maintenant ne sont pas loin de ceux de l'armée américaine, avec une différence importante, c'est que l'armée russe maintenant est aguerrie par 2 ans de guerre de haute intensité, qu'elle a pu développer des armements dont certains n'ont pas d'équivalent chez nous, en particulier les fameux missiles Iskander, enfin toute la gamme des missiles hypersoniques. Donc la guerre contre la Russie, c'est juste qu'il ne faut pas y penser. Mais si cette paix est obtenue au prix d'une défaite actée par l'Ukraine, autrement dit, non-restitution des territoires occupés, stationnement de l'armée russe, en gros, dans les territoires où elle s'est aventurée jusqu'à présent, ou un petit peu en retrait, mais grosso modo avec un territoire ukrainien amputé d'à peu près 20% de ce qu'il était avant le déclenchement de la guerre, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On dit il y a 2 ans, mais il faut voir le temps passer. C'est bientôt, il y a 3 ans. Dans 3 mois, 4 mois. Ce sera un coup terrible contre l'Union européenne. La Commission européenne et sa présidente, von der Leyen, et les dirigeants satellites, Macron, ses homologues espagnols et italiens, le chancelier Scholz, etc. Cette institution et ces gens sont tous engagés à fond, depuis le début, dans la rhétorique guerrière contre la Russie et le soutien indéfectible à l'Ukraine, qui a coûté maintenant 150 milliards de dollars ou d'euros à l'Union européenne, c'est-à-dire à vous, à moi et aux 450 millions d'Européens qui, sans rien avoir demandé, se trouvent embarqués dans cette histoire. Le coup sera terrible pour eux parce qu'il mettra au grand jour l'impuissance de l'Union européenne contre la Russie quand elle ne marche pas aux côtés des États-Unis. Et à quel point l'Union européenne ne peut rien sans les États-Unis. C'est-à-dire, elle montrera que derrière les aboiements de gens comme Macron et d'autres, ou de von der Leyen, finalement, s'il n'y a pas les États-Unis pour faire le job, en l'occurrence en matière de fourniture d'armes massives, eh bien, il n'y a pas grand-chose. L'autre front de la guerre qui commence entre Trump et l'Union européenne, c'est ce que j'appelle le mondialo-wokisme. Dans l'échiquier politique d'une Amérique trumpienne, qui veut casser le mondialisme, l'Union européenne, qui par sa servilité s'était faite de la grande prêtresse de l'ouverture tous azimuts, sans protection de ses intérêts économiques, est devenue un adversaire idéologique. Donc clairement, on peut anticiper, sans risque de se tromper, que Trump va vouloir forcer l'Union européenne à changer de ligne sur ce sujet. Et pour ça, il dispose du même argument qu'avec l'Ukraine, c'est la menace de l'abandon. Il a dit en plusieurs occasions, il veut rapatrier les troupes américaines stationnées à l'Union européenne, principalement en Allemagne. Je ne me rappelle plus combien, je ne me rappelle plus si c'est 50 000 hommes, parce qu'il y a déjà une partie qui est partie, qui est revenue aux États-Unis. Je ne me rappelle plus s'il reste 50 000 hommes ou 200 000 hommes de l'armée américaine en Allemagne. En tout cas, c'est un contingent suffisamment important pour représenter une véritable protection pour les Allemands face à un hypothétique risque russe, ou en faire supporter l'entretien par l'Union européenne. Ça tombe mal pour l'Union européenne qui, depuis le sabotage du gazoduc Nord Stream, et même avant, puisque de facto, avant même que les Américains fassent péter Nord Stream, Poutine leur avait coupé le gaz, il en avait eu marre de les entendre fanfaronner en menaçant la Russie de ne plus acheter son gaz. Donc rappelez-vous de la séquence,
il aura dit, puisque c'est ça, moi je vais vous aider. Et petit à petit, il avait réduit les quantités de gaz qui passaient par le gazoduc au point que pratiquement il n'y avait plus rien. Et quand quelques mois après, le gazoduc a explosé, sur le moment, ça n'a rien changé à la situation. Ça a changé à la situation d'après. Et après, en l'occurrence, c'est maintenant. Et le après, il a commencé, il y a déjà, en gros, il a commencé en 2023. Parce que si le gazoduc n'avait pas pété, vu les conséquences catastrophiques pour l'économie allemande et plus largement européenne de la fermeture de cet approvisionnement, il est quasi certain qu'on aurait trouvé un prétexte officiel ou caché pour que les fournitures continuent. Mais la destruction du gazoduc nous a empêchés de céder à cette tentation, et on sait donc bien que c'est un coup des Américains. Donc là-dessus, les États-Unis sont aussi, enfin Trump est en position de force. On peut résumer cette position de force en disant que face à l'Ukraine, c'est la force du protecteur sur le protégé, et face à l'Union européenne, c'est la force du maître sur le domestique, voire sur l'esclave. Ceux pour lesquels ce n'était pas encore clair comprennent que la suite s'annonce difficile pour l'Union européenne, dans l'espoir de conserver la protection américaine, dont on a vu avec le sabotage du gazoduc que je viens de vous rappeler, quel est le prix. Elle devra opérer un virage doctrinal à 180 degrés. Cela annonce la fin des mondialistes en Union européenne. Et cela porte en germe la fin de l'Union européenne. Alors, vous voyez l'enchaînement. L'enchaînement, c'est pour garder la protection américaine, puisque ces gens, conceptuellement, sont incapables d'imaginer autre chose que la protection américaine. Ce sont au fond de leur âme, ce sont vraiment des larbins. Eh bien, il va falloir cesser d'être mondialiste, de faire l'apologie du mondialisme, de pratiquer le mondialisme. Donc, quelque part, il va falloir instaurer certainement des droits de douane, notamment vis-à-vis de la Chine, enfin bref, aller dans le sens qui convient aux États-Unis. Et la conséquence de ça, c'est que si l'Union européenne cesse d'être mondialiste et cesse d'être la championne du mondialisme, quelque part, elle se renie fondamentalement. Parce que fondamentalement, l'Union européenne est un projet anti-État souverain, anti-nation européenne parce que son périmètre c'est l'Europe, mais philosophiquement elle est anti-nation, c'est-à-dire qu'elle est philosophiquement mondialiste. Enlevez-lui le mondialisme, et l'Union européenne cesse d'exister. Elle ne sert plus à rien, finalement. Alors on peut aussi se dire, si on est optimiste, que le changement de sens du vent de l'histoire avec l'arrivée au pouvoir de Trump offre peut-être à la France une nouvelle chance de reprendre son destin en main, c'est-à-dire sa souveraineté à l'issue de la période révolutionnaire dans laquelle nous entrons. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce début de période révolutionnaire dans laquelle nous sommes, et nous sommes entrés depuis les élections législatives perdues par l'actuel pouvoir au mois de juin. Depuis l'élection de Trump, la progression des bourses américaines, corrélativement d'ailleurs à la chute des bourses européennes et de l'euro, annonce bien que l'Union européenne va passer de la soumission volontaire actuelle à la mise sous tutelle par les États-Unis, et que ça va nous coûter très cher. Il faut dès maintenant prévoir le financement de la reconstruction de l'Ukraine par les Européens, la participation à l'entretien des forces américaines en Europe dont je viens de parler, la tutelle américaine, conséquence de la renonciation à notre souveraineté, n'a pas fini de nous coûter cher. Donc vous voyez que la renonciation à la souveraineté, contrairement à ce qu'ont cru les Européens en se mettant sous le parapluie américain depuis des dizaines d'années, ce n'est pas le confort, ce n'est pas la capacité de prospérer au détriment du protecteur, c'est quelque chose qui nous coûte très cher et qui nous détruit au fil du temps. Dites-moi en commentaire si vous pensez, comme moi, que le retour de Trump peut être fatal à l'Union européenne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, il faut vous abonner.
Je regarde évidemment les statistiques de notre chaîne de temps en temps, et il est clair que beaucoup de personnes qui regardent ne sont pas des abonnés. Autrement dit, abonnez-vous, faites monter le nombre d'abonnés, parce que c'est l'acte le plus important qui favorise le choix des vidéos qui sortent sur cette chaîne par YouTube. Il faut que la chaîne ait de plus en plus d'abonnés pour que YouTube mette des vidéos en avant et que vous soyez donc de plus en plus nombreux à avoir connaissance de ce que je publie sur cette chaîne. Vérifiez si vous êtes abonné, vérifiez que vous êtes toujours abonné parce qu'il y a des désabonnements clairement qui se produisent. Ces désabonnements inexplicables, c'est clairement le fait de YouTube, ça ne peut pas être autre chose, et c'est ce qui arrive aux chaînes qui ne vont pas dans le sens de la doxa, c'est-à-dire à ce que j'appelle les chaînes dissidentes, dont fait partie Question Finance. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.